Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission. Ce numéro de Nul n'est censé ignorer la loi aborde un phénomène qui ne cesse de prendre de l'ampleur dans la société burkinabé. Il s'agit des cas de divorce pour lesquels les juridictions sont régulièrement saisies. Comment les questions du divorce sont-elles gérées dans les tribunaux et quelles sont les conséquences qui en découlent selon la loi burkinabé? Vous aurez des éléments de réponse à ces questions et à bien d'autres grâce à notre invité. Nous recevons à cette émission Maître Zaliatou Aouba, épouse Compaoré. Elle est avocate inscrite au barreau burkinabé. Bonsoir Maître. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant de commencer l'entretien avec vous, nous allons tout de suite à Bobo Dioulasso pour avoir une idée sur l'ampleur des divorces au tribunal de grande instance de cette ville. Et c'est un élément signé de Mireille Carole Tougouma. Le divorce se définit comme étant la rupture officielle d'un mariage civil ou religieux, liant précédemment deux personnes ou plusieurs en cas de polygamie. À Bobo Dioulasso, le nombre de divorces va crescendo d'année en année. Ces 2 dernières années, nous constatons en tout cas une progression malheureuse du nombre de demandes de divorce à Bobo Dioulasso. Et à titre illustratif, en 2017, le tribunal a enregistré 85 demandes de divorce contre 150 demandes en 2018. Donc en 2017, nous avions 85, mais en 2018, nous avons 150 demandes de divorce. Ainsi pour dire que notre société en tout cas va mal. Il y a même des couples d'une semaine qui viennent pour demander le divorce. Pour toujours la question de savoir est-ce que les gens savent ce que c'est que le mariage, parce que je pense qu'à peine une semaine, quand on vient pour divorcer, c'est qu'il veut dire qu'on ignorait ce que c'est que le mariage avant même de le contracter. Les motifs avancés par les couples pour se séparer sont divers et l'on distingue les motifs réels et les motifs apparents. Les motifs apparents, c'est ce qu'on vous dit de prime abord. Il y a tantôt l'infidélité, il y a l'abandon moral et matériel du foyer, il y a les séparations de fait, il y a aussi les maraboutages, les fétichismes. Les femmes le plus souvent se plaignent parce qu'elles n'ont pas leur mot à dire dans le foyer. Donc chacun se voit frustré. Mais quand on fouille, ça veut dire qu'au cours de l'instruction du dossier, on se rend compte qu'il y a des causes réelles. En fait, je dirais que la quasi-totalité des demandes tourne autour de la libido, l'insatisfaction sexuelle qui ne se dit pas, puisque c'est tabou. Donc, en même temps, un déficit ou une carence de communication dans le couple. Quand on regarde au fond, c'est soit madame n'est pas satisfaite, soit monsieur n'est pas satisfait, ou bien c'est le problème d'enfant. Il existe 2 types de divorce, le divorce contentieux et le divorce par consentement mutuel. À chaque type de divorce, sa particularité et sa procédure. Pour ce qui est du divorce par consentement mutuel, les couples s'entendent pour mettre fin au lien conjugal. Ça veut dire que c'est un accord entre les parties. Ils décident de venir devant le juge pour rompre les liens conjugal. Le juge intervient juste pour constater que le consentement a été libre, donné de façon libre et éclairée, que la convention est conforme aux bonnes mœurs et à l'ordre public. Et pour arriver au divorce par consentement mutuel, il faut que le mariage ait duré au moins 2 années. Avant cela, ce n'est pas possible. Le divorce contentieux, là, le juge maintenant se voit un acteur principal. Il se doit d'écouter la partie qui a eu l'initiative de la demande. Et d'abord, on lui fait des observations. Est-ce que vous trouvez que c'est nécessaire d'arriver jusqu'au divorce? Mais si la personne maintient sa demande, le juge lui dit, il donne une date en tout cas où la partie demanderesse doit comparaître en compagnie de l'autre partie, ça veut dire son épouse selon les cas. Et le juge doit tenter une conciliation. Ça veut dire on leur dit de comparaître sans leur avocat éventuel. Voilà. Parce que le juge doit essayer de réconcilier les deux.
Il y a des fois où on parvient à une conciliation. En ce moment, il dresse un procès verbal de conciliation qui met fin à la procédure. S'il n'aboutit pas à la conciliation, il dresse sur le champ un procès verbal de non-conciliation permettant à la partie qui a initié la demande de poursuivre sa demande, comme on l'a dit couramment. Les cas de conciliation sont très rares, nous confie Madame la juge. Ceux qui viennent au tribunal pour divorcer divorcent vraiment et reviennent rarement sur cette décision. Voilà, vous venez donc de suivre cet élément qui donne un peu la situation des divorces au niveau du TGI de Bobo-Dioulasso. Alors, maître, qu'en est-il du TGI de Ouagadougou? Est-ce que vous avez quelques données concernant ce phénomène-là? Comme l'a dit Madame le juge, en ce qui concerne Bobo, l'ampleur du phénomène est assez importante, même à Ouaga. Parce qu'à Ouagadougou, en 2018, le TGI, le tribunal de grande instance de Ouaga, donc, a enregistré 277 demandes de divorce, toutes confondues, c'est-à-dire que ce soit contentieux ou consentement mutuel. En 2018. 2017 et 2019, j'ai essayé de regarder et le tribunal de grande instance de Ouagadougou est à environ une centaine de demandes reçues à ce jour. Alors nous ne sommes qu'en début mai. Nous ne sommes qu'en début mai, nous ne sommes même pas à la moitié de l'année d'abord. D'accord. Et justement, dans l'élément réalisé à Bobo, la juge a un peu donné les motifs qui sont généralement avancés pour demander le divorce. Est-ce que vous pouvez donner plus de détails sur les raisons légales qui permettent à une personne de demander le divorce? La loi, notamment le Code des personnes et de la famille, donne effectivement des causes pour lesquelles une personne peut demander donc le divorce. Et généralement, ces causes se résument en 5 ou 6 points. C'est-à-dire que c'est d'abord l'adultère, les sévices, les violences de toutes sortes, les injures graves. Il y a ensuite, lorsque un des époux estime que la vie familiale ou la sécurité des enfants est gravement compromise par l'inconduite de l'autre, il peut donc saisir le juge pour demander le divorce. Il y a aussi une cause légale qui est l'absence, c'est-à-dire que vous avez contracté mariage avec une dame, un monsieur. Entre-temps, le monsieur disparaît. Pendant plus d'1 an, vous n'avez pas de ses nouvelles. Vous entreprenez une procédure qu'on appelle la procédure de déclaration d'absence pour dire que vous n'avez plus de ces nouvelles et tout. Et la procédure aussi suit son cours jusqu'à ce que la juridiction déclare la personne absente. Ça aussi, c'est une cause de divorce. Autant pour l'homme que pour la femme. Autant pour l'homme que pour la femme. L'autre cause de divorce, c'est la séparation de fait continue de 3 années. C'est-à-dire que les époux, pendant 3 années, en tout cas, ne résident plus ensemble, donc c'est une cause de divorce. Une autre, c'est la stérilité ou l'impuissance médicalement établie. Voilà. Alors, et généralement, selon le constat que vous faites entre l'époux et l'épouse qui manifeste très souvent le besoin de divorcer. Bon, je dois dire qu'actuellement, vraiment, on ne peut pas, sans faire des statistiques fiables, on ne peut pas dire que c'est plutôt l'homme que la femme. Parce que de plus en plus, avant, quand moi je suis venue dans ce corps nouvellement, j'avoue que c'était surtout les hommes qui saisissaient les juridictions pour les causes de divorce. Mais de plus en plus, depuis les années 2000-2005 en allant, on constate quand même de plus en plus de femmes qui viennent. Donc sans faire de statistiques, on ne peut pas dire que c'est les hommes d'abord qui saisissent ou c'est les femmes. D'accord. Maître, on nous parle de 2 types de divorce, le divorce par consentement mutuel et le divorce contentieux. Quelle est la procédure à suivre selon chaque type de divorce? Effectivement, il y a 2 types de divorce. Dans le divorce par consentement mutuel, comme l'a dit Madame le juge du tribunal de grande instance de Bobo, c'est que les parties s'entendent pour donc, d'abord sur le principe du divorce, ensuite
pour en régler les conséquences. Sur le principe du divorce, ils vont rédiger donc, elles vont rédiger, puisque je parle des parties, elles vont rédiger une requête conjointe dans laquelle elles vont exprimer, dire au juge qu'elles entendent en tout cas mettre fin à leur lien. Mais à cette demande-là, doit être joint 2 autres conventions, c'est-à-dire une convention sur la situation de leurs biens et une autre sur le sort des enfants mineurs. C'est-à-dire sur la situation des biens, les époux vont par écrit, conventionnellement, c'est-à-dire d'accord parti, décider que tel bien reviendra à monsieur, tel autre bien reviendra à madame. Ils vont signer cette convention également, qui vont joindre à la requête de divorce. La deuxième convention, c'est sur le sort des enfants mineurs. Ils vont encore consensuellement décider qui assurera la garde des enfants mineurs. S'ils sont nombreux, est-ce que les plus grands seront avec le père et les plus jeunes avec la mère, ainsi de suite. Ils vont dans cette convention décider que celui qui n'a pas la garde des enfants va payer tant de francs à l'autre pour lui permettre donc d'assurer l'entretien et l'éducation des enfants. Ils introduisent tout cela chez le juge. Le juge va les entendre conjointement pour s'assurer d'une chose. La première est que les consentements sont libres et éclairés. Est-ce que ce n'est pas par la contrainte que l'une ou l'autre partie a signé, par exemple, sur la requête? Elles diront, les parties donc diront, si leur consentement a été libre et éclairé. L'autre chose que le juge vérifiera, c'est de s'assurer que les conventions sur leurs biens et surtout sur le sort des enfants, qu'il n'y a rien dans ces conventions de contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Si le juge s'assure de cela, tout cela est correct, le juge renvoie les époux au greffe du tribunal pour donc enregistrer tous les actes à ce niveau. Et c'est ce que nous appelons dans notre jargon acte de dépôt. Ils vont au greffe, ils déposent donc tous leurs actes là et le greffier dressera un acte de dépôt qu'il leur remettra. Et ensuite, le dossier repartira donc chez le juge. Dans ce genre de procédure, on dit que le tribunal ne fait que homologuer les conventions donc des parties. C'est-à-dire ce que les parties ont décidé, donc le tribunal ne fait que homologuer donc cela. Là, c'est pour le cas du divorce par consentement mutuel. Et qu'en est-il maintenant de la procédure pour le divorce contentieux? Pour le divorce contentieux, ce sont les causes que j'ai citées tantôt. L'adultère, les violences, l'absence, la séparation de fait continue, ainsi de suite. Donc, si un des époux estime qu'il est en face d'une de ces causes, il peut saisir donc le tribunal. La loi dit que c'est par requête écrite ou verbale, mais dans la pratique, c'est vraiment écrit, parce que on demande de joindre des pièces, parce que pour donc demander à un juge, en tout cas le divorce, il faut d'abord prouver avoir été marié, c'est par l'acte de mariage. Si dans la procédure, on estime qu'on veut, par exemple, d'ores et déjà, avant même que le divorce ne soit prononcé, on veut déjà prendre la garde des enfants, il faut produire leurs actes de naissance et tout pour permettre au juge donc d'apprécier. Donc dans la pratique, la procédure est écrite. On saisit le juge d'une requête, d'une demande, sans beaucoup de formalisme, parce que même les feuilles de demande usuellement utilisées, on peut adresser ça au juge, timbré à 200, pour donc dire qu'on entend divorcer, ainsi de suite, et on en donne les causes. Quand le juge reçoit, le président du tribunal donc reçoit cette requête, il convoque d'abord la partie demanderesse
pour l'entendre et essayer de l'amener à renoncer à son projet. Voilà. S'il réussit, c'est tant mieux, ça veut dire qu'il n'y a rien à faire, il repart dans son foyer et c'est ni vu ni connu, personne ne sait même qu'il y a eu quelque chose. Mais maintenant, si le juge ne réussit pas à l'amener à renoncer, le juge lui donne une convocation pour son époux ou son épouse, donc ils viendront ensemble hors, dans un premier temps, hors la présence de leur conseil, et c'est la procédure, la tentative de conciliation. Justement. Le juge, donc, essaiera, il dira à l'autre, à la partie défenderesse, parce que c'est quelqu'un qui a demandé, il dira à l'autre, j'ai été saisi d'une demande, mais voilà ce que votre époux ou votre épouse vous reproche. Et donc, moi, cette séance, c'est pour tant, et pour donc vous concilier. L'autre dira, aura son mot à dire par rapport à la cause ou aux causes donc avancées par le demandeur. Il répondra et dira oui, effectivement, c'est vrai, ou en tout cas, ce n'est pas fondé. Mais dans tous les cas, le juge essaiera de ramener donc les gens ensemble. S'il ne réussit pas, il peut fixer une autre séance, une autre, ça dépend de l'évolution des débats. C'est-à-dire s'il voit que de par la discussion, il y a des possibilités donc, de conciliation, il va certainement multiplier les séances pour donc amener les gens à la conciliation. Mais si malgré tout cela, il ne réussit pas à concilier les époux, il rendra une ordonnance de non-conciliation. Et muni de cette ordonnance de non-conciliation, l'époux, en tout cas l'épouse demandeur, demanderesse, a 6 mois pour donc amener l'autre en divorce proprement dit. En ce moment, c'est un acte d'huissier de justice qui retrace donc les raisons pour lesquelles l'autre demande le divorce, qu'on ira signifier à l'autre sur lequel il accusera réception, et sur l'acte, on l'invite à une audience publique. Voilà. Mais lorsque l'époux viendra à l'audience publique, on appellera seulement le dossier et on dira reprenez contact avec le juge qui vous avait reçu. Voilà un peu la procédure de divorce contentieux. D'accord. Et par rapport justement à la tentative de conciliation, est-ce qu'elle est obligatoire? Le juge est-il obligé de le faire à chaque fois? Il est obligé de passer à la tentative de conciliation pour peu que les époux comparaissent. Parce que vous avez un demandeur qui saisit la juridiction. Et comme je vous ai dit tantôt, on invite l'autre, le défendeur, c'est-à-dire celui qui n'a pas pris l'initiative, on l'invite à venir à la conciliation. Supposons qu'il ne se présente pas. Le juge est obligé de constater, après que l'autre ait reçu, après s'être assuré qu'il a effectivement reçu la convocation, mais qu'il refuse de comparaître, le juge constatera que s'il refuse de comparaître, c'est qu'il ne veut pas de conciliation. Voilà un peu. Alors, lorsqu'on ne parvient pas justement à concilier les deux parties, on peut parler de jugement. Hein? Comment est-ce que cela est organisé pour vraiment cette rupture? Comment les choses sont organisées au niveau des juridictions? Lorsqu'on ne parvient pas à concilier les positions et que le juge rend l'ordonnance de non-conciliation, et je l'ai dit, l'autre partie a 6 mois pour donc amener celui qui n'a pas pris l'initiative donc devant le tribunal. Lorsque le tribunal appelle le dossier à l'audience publique, comme je l'ai dit encore, il dira reprenez contact avec le juge donc, qui vous avait reçu. C'est pour dire que ça ne se discute jamais à l'audience publique. Ça se discute en cabinet. Nous disons dans notre jargon en chambre de conseil. C'est-à-dire que l'époux demandeur, puisque en justice on dit c'est celui qui convoque l'autre en justice, en principe qui doit faire les diligences. Donc l'époux demandeur va reprendre contact avec le juge qui les avait reçus au départ, et le juge, en fonction de son agenda, va fixer donc un rendez-vous
pour que les deux comparaissent et donc pouvoir discuter. D'accord. Maître, est-ce qu'on peut imaginer que la procédure puisse être simple ou complexe et en fonction du régime matrimonial sous lequel le mariage avait été contracté? Bon, légalement, le régime matrimonial n'a pas vraiment d'influence sur la procédure. Mais c'est possible que du fait que les époux soient sous tel ou tel régime, complique un peu les ententes. D'accord. Voilà. Par exemple, peut-être que du fait que les époux soient sous le régime de la communauté de biens, peut-être, je dis peut-être, ça peut influer sur leur décision d'aller au contentieux ou, par exemple, au consentement mutuel. Sinon, légalement, sur le plan judiciaire, le régime matrimonial vraiment n'a pas vraiment d'influence sur la procédure, le cours de la procédure. Ok. Alors, on va aborder les effets ou les conséquences du divorce. D'abord, sur les époux. Qu'est-ce que l'un ou l'autre partie gagne ou perd après le divorce? Après le divorce, le lien matrimonial est dissous. C'est-à-dire, ils ne sont plus époux et femmes. Chacun reprend donc sa liberté et donc peut recontracter un autre mariage dès que la décision devient définitive. C'est-à-dire que dès qu'aucune des parties n'a exercé une quelconque voie de recours, l'une ou l'autre des parties peut donc se remarier. Et l'une autre conséquence est que les droits et devoirs entre époux cessent. Les époux avaient l'obligation de secours, d'assistance, de cohabitation, et tout ça cesse. Voilà un peu ce que je peux dire à l'égard donc des époux. Et qu'en est-il du port du nom de famille du mari par son ex-épouse, on dira? Et quelles sont les conditions légales qui autorisent la femme divorcée à toujours porter le nom de son mari, son ex-mari, je veux dire? Bon, comme le port du nom n'est pas une prescription légale en tant que telle, c'est une simple faculté. Et la femme mariée n'est pas obligée de porter le nom de son mari. Elle n'est pas obligée de porter le nom de son mari. Selon la loi. Ou selon elle n'est pas obligée. D'accord. Voilà, c'est par convenance dans la société le plus souvent que bon, les gens portent donc le nom des époux. De sorte qu'il n'y a pas en tant que telle de prescription légale qui permette à la femme de divorcer de porter le nom. Mais s'il se trouve que cette femme, pendant le mariage, avait utilisé son nom d'épouse pour donc ses activités, ou en tout cas une enseigne, ou en tout cas tout ce que vous voulez, elle peut, si l'époux s'oppose, ça c'est si l'époux lui dit non, n'utilise pas mon nom et tout, là elle peut saisir le président du tribunal avec tous les actes qu'elle avait eu à faire et donc pour demander que le juge l'autorise malgré le divorce donc à porter le nom. D'accord. Et qu'en est-il des conséquences du divorce sur les enfants? D'abord, pour le cas particulier, par exemple, de la garde des enfants, que dit la loi en termes de principe ou d'exception et pour déterminer justement la garde des enfants? Dans la garde des enfants, la loi, en tout cas le Code des personnes et de la famille dit que c'est d'abord l'entente des parties. C'est-à-dire que si les époux, malgré qu'ils soient au divorce contentieux, propose au juge une solution pour la garde des enfants, le juge en tient compte. Mais, à défaut, le juge statue. Et la loi dit qu'il statue en fonction de l'intérêt, uniquement de l'intérêt des enfants. C'est-à-dire le juge appréciera entre l'époux et l'épouse qui des deux est à même d'assurer l'entretien et l'éducation des enfants. Il l'apprécie en fonction, vraiment sur la base uniquement de l'intérêt des enfants. Mais les enfants de moins de 7 ans, la loi dit que ces enfants sont, leur garde est confiée à la mère, certainement compte tenu de leur jeune âge, sauf cas exceptionnel. Mais si la mère a des problèmes
par exemple, elle est malade, elle a une maladie chronique, par exemple, elle ne jouit pas de toutes ses facultés, on n'ira pas lui confier des enfants parce qu'ils sont à moins de 7 ans. Non. Donc, c'est le principe, c'est que moins de 7 ans, on confie à la mère, sauf cas exceptionnel. Ça, c'est les cas que je peux citer. Et au même moment, quelles sont les obligations de l'autre parent qui n'a pas la garde des enfants? L'autre parent qui n'a pas la garde des enfants a le droit de surveiller leur éducation et leur entretien fait par celui qui en a la garde. Il a ce droit. Il peut, par exemple, s'ils sont scolarisés, demander à l'autre, avoir leur cahier, se déplacer à leur école pour savoir comment ils se comportent à l'école, s'ils viennent à l'heure et tout. Ça, c'est son droit. Il a aussi le droit de visite et d'hébergement des enfants dont il n'a pas la garde. C'est-à-dire qu'il peut les prendre chez lui, il peut aller où ils habitent pour leur rendre visite, pour leur donner des cadeaux, tout ce que, pour leur rendre visite, pour s'assurer de leur bonne santé et tout ça. Il a ce droit. Par contre, à contrario, il a l'obligation de verser à l'autre partie une pension alimentaire pour assurer l'entretien et l'éducation des enfants. D'accord. Alors, on est un peu pris par le temps. Maître, je voudrais qu'on aborde un peu et les aspects, j'allais dire, sociaux concernant le divorce. Est-ce qu'en dehors des causes légales que vous avez données au début, est-ce qu'il y a des causes profondes, j'allais dire des causes inhérentes même à notre société, à notre mentalité, qui expliquent aujourd'hui l'ampleur des divorces au niveau de la société burkinabé? Je pense... Mais ça, vous faites appel à mon appréciation personnelle. Je pense dans un premier temps qu'il y a l'intolérance, le manque de tolérance dans le couple. Parce que, bon, les fautes, de fois qu'on reproche à l'autre, de fois ne valent pas ce qu'on en fait. Donc, je classe ça sur ce plan-là. Il y a aussi l'impréparation. Justement. Au mariage. On a l'impression que les gens ne se connaissent pas réellement avant de se marier. Et lorsqu'ils découvrent, ils ne sont pas prêts à tolérer. Voilà un peu. Il y a aussi le manque d'information. Parce que toutes les communautés devaient organiser, je veux dire les communautés religieuses et même la justice devaient organiser, selon moi, des forums pour informer les gens sur qu'est-ce que c'est que le mariage, quelles en sont les conséquences et tout ce que vous voulez. Par exemple, pour prendre le cas des régimes matrimoniaux, les gens vont à la communauté de biens, à la séparation de biens, sans même savoir ce que c'est. Donc, voilà un peu des cas, par exemple, qui peuvent être source d'incompréhension et donc pouvant conduire donc jusqu'au divorce. Et comme vous êtes avocate, peut-être un conseil aux justiciables, comment éviter ces cas malheureux justement de divorce et ses conséquences aussi. Qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil? Bon, mon conseil, c'est vraiment le dialogue. Selon moi, il faut s'ouvrir, il faut accepter de discuter, il faut accepter l'intervention des membres de la famille et de part et d'autre. Parce que nous sommes en Afrique, on dit que le mariage, c'est vraiment l'union entre deux familles. Donc il faut quand même déjà à ce niveau-là que les époux s'ouvrent à la discussion, à la communication avec donc ces personnes qui sont les plus proches d'elles. Et ensuite, être tolérant. Et être tolérant par rapport aux défauts ou en tout cas qu'on découvrirait sur l'autre. Merci beaucoup, Maître Zaliatou Aouba, épouse Compaoré, d'être passée donc à cette émission. Vous avez certainement éclairé les Burkinabés sur le traitement juridique des cas de divorce, de même que les conséquences qui en découlent. On va simplement espérer qu'il y ait moins de divorces au niveau de nos tribunaux. Merci encore d'être passé et on compte sur votre disponibilité pour les prochaines fois dans cette émission. Il n'y a pas de problème. Voilà, on s'arrête ici pour cette émission. Nul n'est censé ignorer la loi.
sur la RTB. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.